suis contente de vous retrouver pour un nouveau live de l'ESITC Caen. Donc depuis la semaine dernière, vous me retrouvez du lundi au jeudi à 17 heures pour évoquer différentes thématiques propres à l'ESITC Caen. On a pu parler des admissions, de la vie étudiante, également de l'international. Donc c'est un format innovant qu'on a décidé de mettre en place pour vous faire découvrir l'école et ce, même pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, nous allons parler écomatériaux et nous allons appeler Fouzia qui est déjà là, présente dans la conversation que je vais appeler maintenant, qui va nous parler de son travail et de la recherche et des écomatériaux. Coucou Fouzia, tu m'entends? Coucou Julien, oui, je t'entends. Ça va? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va, comme un jour, je ne sais plus combien du calendrier. Ben écoute, oui, non, on sait plus maintenant. Toutes les journées se On est un peu ressemblent. perdu. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, comme je disais en introduction, merci Fouzia d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, comme on le voit dans les petits commentaires, la thématique du jour, imaginer les écomatériaux de demain, un vaste sujet. Et merci de nous aider à comprendre et Avec à plaisir. découvrir tout ça. Je vais faire une petite introduction et puis je vais te laisser peut-être rebondir et nous dire sur ce que tu fais à l'ESTC Caen. Donc, on a beaucoup parlé dans les médias récemment de thématiques comme le réchauffement climatique, le rôle qu'on a aussi, notre impact environnemental en tant que personne, mais aussi les structures, les infrastructures et les bâtiments. Euh, et visiblement, enfin, à mon sens, et je pense beaucoup de personnes ont compris, qu'il y avait un intérêt à former les futurs ingénieurs de demain à ces problématiques pour construire, certes, mais construire bien et intelligemment. C'est pourquoi le STC aussi a très vite, enfin voilà, on a également un laboratoire de recherche. Tu vas nous expliquer plus en détail comment et pourquoi, qui travaille et qui accompagne les élèves pour développer toutes ces innovations. Donc, Fouzia, dans mes petits carnets de notes. Tu es enseignante-chercheuse à l'école, c'est bien ça? C'est bien ça. Bon, Je suis tout va bien pour enseignante-chercheur. l'instant. C'est ça. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors j'ai les deux casquettes, effectivement, donc enseignante et chercheuse. Donc je peux plus parler maintenant de chercheuse puisqu'on est sur les écomatériaux. Alors je travaille principalement dans le domaine donc, des écomatériaux de construction, mais en particulier les matériaux biosourcés. Donc concrètement, je travaille sur le développement de nouveaux matériaux de construction qui vont répondre, on va dire, aux nouvelles exigences, notamment environnementales. C'est-à-dire que on va chercher à développer des nouveaux matériaux qui vont avoir, en plus des critères qu'on a dans les matériaux classiques aujourd'hui, on va avoir en plus donc des performances qui sont environnementales. D'accord. Donc, pardon, je t'ai coupé. Continue. Oui, juste alors pourquoi on s'intéresse à ça aussi? Parce que, comme vous Oui, le savez peut-être, le secteur donc de la construction, donc BTP de manière générale, est un secteur qui est très polluant. Donc, il génère beaucoup donc de CO2 et il est très consommateur d'énergie. Donc, on est à un peu plus de 40% de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle donc de la planète. C'est pourquoi on s'intéresse au développement donc de nouveaux matériaux de construction qui vont être plus respectueux de l'environnement. donc si je comprends bien, voilà, la construction représente une grosse partie voilà, de génération enfin, de création de déchets, donc elle a un rôle important à jouer. Donc tout ça se fait au sein d'un laboratoire, donc intégré à l'école, à l'ESTC Caen. D'ailleurs, c'est assez marrant puisque quand on se balade dans les couloirs de l'école, on a une partie vitrée qui nous permet de voir une partie du laboratoire et découvrir toute cette activité que vous conduisez au jour le jour. Euh, alors, un laboratoire, c'est pas qu'un lieu, c'est aussi des personnes comme toi et comme nos collaborateurs au quotidien, donc qui apportent une expertise par leur parcours, une spécialisation dans différents domaines, le tout au sein d'un lieu de haute technologie, voilà, avec un matériel de pointe, donc qui nous permet de mener à bien toutes ces problématiques et de répondre aux enjeux environnementaux de demain. Est-ce que tu peux
me dire, voilà, quel est l'avantage d'avoir cet équipement au sein d'une école et aussi bah, le bénéfice pour les élèves? Alors, cet équipement, si je parle du laboratoire de manière très Hmm. précise, c'est ce qui permet donc de transmettre à nos élèves justement un savoir et des connaissances actualisées. Très concrètement, donc la formation va nourrir la recherche et puis la recherche va s'appuyer sur la formation, hein. Donc, pour mener à bien justement ces projets de recherche. C'est pour ça que aussi, nous, on s'intéresse beaucoup à la recherche et on fait associer donc, les élèves à ce qu'on fait donc, au laboratoire pour qu'ils puissent être au courant et informés de l'actualité, notamment sur les sujets qui concernent donc, leur domaine et leur matière phare, donc les sujets de la construction. Parmi les points forts justement de l'ECTC et du laboratoire de l'ECTC, c'est qu'on s'intéresse donc aux différents matériaux, notamment les matériaux, comme je le disais, donc, qui sont d'actualité, en plein développement, les matériaux biosourcés, les matériaux donc à base ou plutôt incorporant donc des matériaux ou des matières recyclées, donc le recyclage de manière générale, la gestion des eaux pluviales et on s'intéresse de plus en plus aussi aujourd'hui aux matériaux pour les infrastructures maritimes. C'est vrai que donc quand on parcourt le site internet de l'ESTC Caen, on découvre des projets avec enfin, des astuces, si je peux appeler ça comme ça, qui sont assez surprenantes pour voilà pour favoriser des cirques, des circuits courts, des cycles où on récupère les énergies, les matières. C'est assez surprenant. Est-ce que pour expliciter un peu tout ça, tu peux nous parler de projets concrets, peut-être certains projets auxquels tu as contribué? Oui, alors j'ai travaillé sur pas mal de projets, notamment des projets, comme je disais tout à l'heure, qui sont plus sur le biosourcé, donc matériaux biosourcés, et puis aussi économie circulaire. Donc tout ça, ça concourt au développement durable. Donc pour citer un exemple sur les matériaux biosourcés, donc j'ai travaillé sur un projet qui s'appelait Béton Lin. Donc, c'est un projet dans lequel donc, on a développé un matériau biofibré pour des procédés de construction préfabriqués. Très exactement, c'est des façades de bâtiments qui vont être D'accord, fabriquées avec des fibres naturelles qui sont les fibres de lin. Et ces façades de d'accord, bâtiments sont actuellement fabriquées avec des fibres de verre. Donc, des fibres de verre qui viennent de très loin, donc notamment de la Chine, et qui sont très polluants, donc très consommateurs d'énergie, donc pour les faire venir jusqu'ici. Donc nous, on avait fait le choix de remplacer ces fibres de verre par des fibres végétales qui sont les fibres de lin. Alors les fibres de lin, tout simplement parce que c'est une ressource locale, donc très d'accord, ok. présente notamment dans notre région. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ces fibres, sachant aussi que la fibre de lin présente des avantages, notamment techniques, qui sont très intéressantes. C'est pourquoi on se permet justement de remplacer les fibres conventionnelles D'incorporer par ce ces fibres matériau. naturelles. D'accord. Voilà. C'est quand même Et est-ce important. que ça me pose une question parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup la fibre de verre. Est-ce qu'en termes de performance énergétique, on atteint les performances d'un matériau classique enfin voilà, les performances sont similaires? Alors, justement, c'est vraiment très, très similaire et on a même un certain avantage, notamment quand on parle de la densité, par exemple. La fibre de lin a la particularité d'avoir une densité relativement faible comparée à d'autres fibres qu'on utilise aujourd'hui de manière conventionnelle et sachant qu'on cherche de plus en plus aujourd'hui des matériaux qui soient performants et aussi le plus léger possible. Donc, D'accord, ok. c'est une matière qui est relativement légère et en plus, elle a des performances mécaniques qui sont très, très intéressantes. Donc, comparé à D'accord. des fibres classiques. Donc, de ce côté-là, donc, on ne perd pas du tout les performances d'un matériau classique. D'accord. Je t'ai arrêté pendant l'énonciation de tes projets. Est-ce que tu as d'autres exemples à partager avec nous? Oui, alors je pourrais parler aussi d'un autre projet qui est plus, parce que là j'ai parlé d'un projet biosourcé, je pourrais parler d'un autre projet qui est plus dans l'économie circulaire, qui s'appelle Préconcrète. Donc dans ce projet-là, c'est un projet qui est en cours, hein, il n'est pas encore terminé. On a encore une année et demie pour le finir. C'est un projet qui vise à développer des produits de béton incorporant des granulats D'accord. de béton recyclés, et là aussi pour des façades de bâtiments. Donc, c'est une application qui est D'accord. un petit peu similaire à la première, mais c'est pas pour le même type de matériau. Et on va donc incorporer dans ces bétons des granulats recyclés. Donc, je le précise, je le rappelle, donc, il y a un projet national qui est connu qui s'appelle Recibéton et qui a déjà traité les bétons
à base de granulats recyclés, allant jusqu'à un certain pourcentage d'incorporation. Nous, ce qu'on souhaite faire dans ce Mhm. projet, c'est aller au-delà. Encore plus loin, d'accord. Voilà, encore Et plus loin. des projets comme cela, c'est une idée qui émane d'où? C'est une commande particulière? Alors, c'est une idée qui est venue conjointement donc entre les différents partenaires donc de ce projet, notamment suite au projet national Rossi-Béton, et parce que plusieurs D'accord. questions se sont levées, notamment sur pourquoi ne pas aller jusqu'à 100%, pourquoi ne pas aller au-delà du pourcentage qui était indiqué et préconisé. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue, parce qu'on pense que c'est faisable, bien évidemment en respectant la réglementation actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet. Et parce qu'on a aussi un industriel là aussi qui est intéressé par l'idée et qui souhaite donc, qui utilise déjà des granulats recyclés et qui souhaite aller au-delà de ce que préconisent les normes aujourd'hui. D'accord. D'une certaine façon, vous l'aidez à voilà, produire un matériel qui, plus tard, pourra être industrialisé finalement. Exactement. Parce que ce qu'il faut D'accord. savoir, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est de la recherche appliquée, donc collaborative et appliquée. Donc, ce n'est pas de la recherche fondamentale, ce qui veut dire aussi qu'on cherche toujours, ben, on a souvent dans nos partenariats d'ailleurs, souvent, c'est même tout le temps, un industriel, voire des industriels. Et donc, pour qu'on puisse, l'idée, c'est de pouvoir leur apporter une vraie solution donc, à leurs questions et pouvoir donc proposer des matériaux donc, qui vont être vraiment utilisés et Qui mis en œuvre existe, dans la vraie vie. physique. Ouais. D'accord. Voilà. C'est super intéressant. J'ai entendu parler, est-ce que tu peux m'en dire quelques mots également de trois projets, Marinef, Trois départs et Cobauge. On les revoit aussi de temps en temps dans la presse. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Oui, alors, Trois départs, c'est un projet, donc tous les projets sont collaboratifs, hein, donc il y en a qui sont, la plupart sont des projets européens, donc financés par l'Europe notamment. C'est un projet donc qui cherche donc ou qui vise à faire de l'impression 3D de récifs artificiels. D'accord. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on se lance de plus en plus donc, dans ce type Dans donc, de l'impression procédure 3D, oui. dans l'impression 3D. Et donc, on cherche à en faire, mais pourquoi pas pour les récifs artificiels. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, on est de plus en plus dans les infrastructures aussi maritimes. Et donc là, c'est un projet qui est vraiment pour le milieu marin. Également pour le projet Marinef, donc là aussi on cherche à développer des infrastructures maritimes, mais cette fois-ci c'est plus pour tout ce qui est colonisation, donc la biodiversité, donc marine, on cherche plutôt à développer donc la biodiversité marine. Et pour le projet Cobauge, donc ça c'est un petit peu différent. Donc là on n'est plus sur le Là, on sort biosourcé, de la mer. on sort de la mer, on est sur Terre. Et c'est plus pour la construction. Donc là, on fait de la construction en bauge. Donc la bauge, le D'accord. principe de la bauge, c'est quoi? C'est le mélange terre-paille. Donc on va D'accord. construire avec de la terre et de la paille. Juste pour précision, la construction terre-paille, ça a toujours existé hein, depuis toujours. Donc c'est pas ça, c'est pas là l'innovation de ce qu'on fait, mais c'est vraiment le travail scientifique sur le matériau. C'est-à-dire que le matériau, il est connu aujourd'hui, les artisans ont Il est l'expérience. optimisé. Voilà, mais c'est de l'optimiser, surtout Ok. d'avoir quelque chose de scientifique, une connaissance scientifique sur ce type de matériau. D'accord. Ok. Je trouve ça fascinant parce que finalement, là, si je résume un peu ce que tu me dis, on est capable aujourd'hui de reproduire des structures naturelles par la science. Avec les deux projets Absolument. maritimes. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Donc, on a parlé recherche, mais tu nous disais que tu as une double casquette. Tu es également enseignante. Et puis, bah, j'imagine aussi peut-être aussi en ce moment chez toi, H24. Oui, alors je suis enseignante, effectivement, donc ça se traduit tout simplement par des interventions. Donc j'interviens auprès des élèves ingénieurs quasiment tous les jours D'accord. pour dispenser des enseignements. Donc ça peut être des cours magistraux, des travaux dirigés, donc des TD ou des TP, et Ok. aussi pour les encadrer dans leurs différents projets. D'accord. Finalement, comment ça se... Donc, on parle d'exposition des élèves à la recherche. Comment ça se passe année après année? Comment ils sont familiarisés avec la recherche? Alors, année après année, donc je dirais que la recherche, ils découvrent le domaine de la recherche au cours donc des quatrième et cinquième années. Mais dès Ok. qu'ils rentrent, mais dès qu'ils rentrent à l'école, ils suivent des TP, donc les travaux pratiques.
qui se font au laboratoire. Donc, ça veut dire qu'ils mettent les pieds au laboratoire dès la première année, mais la recherche commence à partir de la quatrième année. Donc, pour dire un petit mot sur les TP, donc c'est des travaux pratiques qui commencent donc dès la première année, comme je le disais, c'est pour pouvoir mettre la main à la pâte et pour pouvoir mettre en application et en pratique toute la partie théorique et les cours fondamentaux donc qu'ils voient en classe. Parce que les élèves, quand même, ils ont D'accord. besoin de voir des choses concrètes, hein, parce que Concrète le et de cours, ça toucher reste des finalement. fois un petit peu, voilà. Le cours, des fois, ça reste Hmm. un peu abstrait, donc ils ont besoin de toucher. Donc le laboratoire, ça leur donne cette opportunité-là de pouvoir venir au laboratoire, manipuler des choses, faire des tests, et puis finalement aussi faire de l'observation, et puis aussi développer leur esprit critique sur les résultats obtenus. D'accord. Euh, Et pardon, oui, continue, excuse-moi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que pour pouvoir, comme je le disais, donc il y a de la recherche qui démarre dès la quatrième année. Donc évidemment, on les Mhm. lance, enfin, ils sont pas seuls pour mener à bien ces projets de recherche. Ils ont des cours magistraux qui sont consacrés à la méthodologie de la recherche et au métier d'ingénieur, donc R&D de manière générale. Mais ils ont des cours qui leur permettent quand même d'avoir un peu de bagage pour pouvoir mener donc leur projet de recherche. Donc, tous Oui, parce les que élèves, finalement, un laboratoire, enfin, il y a une certaine méthodologie, un état d'esprit à avoir avant de rentrer et de pouvoir manipuler des matières, etc., dans un laboratoire en autonomie. absolument, parce que Hmm. ça se passe pas vraiment en classe au laboratoire, donc il faut vraiment avoir, c'est ce que je disais, cet esprit déjà d'observation, donc observer Hmm. et donc pouvoir tester, et même pour les tests, donc il faut quand même avoir, déjà il faut avoir une habilitation pour pouvoir utiliser les équipements Oui, en et, plus, oui. voilà, être accompagné ou encadré. Donc c'est pour ça que je parlais aussi par mes missions, donc en tant qu'enseignant, donc il y a aussi l'encadrement des élèves, notamment lors de ces projets. Et donc, il y a quand même une démarche à avoir et à adopter quand on est au laboratoire, qui est différente de celle que quand on est en classe. Oui, 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 forcément. Et donc, tu disais que tous les élèves, durant leur cursus, vont découvrir ça. Exactement. Donc, tous les élèves développent un projet d'initiation à la recherche en quatrième année. Ok, Et, super. et, et plus si affinité, Et, donc voilà. Donc, s'ils ont pris goût à la recherche, donc ils peuvent aussi suivre un projet de recherche en cinquième année. d'accord. Et finalement, s'intéresser à la recherche, parce que c'est peut-être pas l'idée première qu'ont les élèves ingénieurs quand ils arrivent, enfin quand des élèves arrivent chez nous. Quel est l'intérêt, quel est le plus pour eux de faire de la recherche? Alors, le plus, comme je disais, c'est, enfin, tout à l'heure, on a parlé de qu'est-ce qu'on fait au laboratoire. Donc, ça leur permet déjà, Hmm. dans un premier temps, pour eux, ce qu'ils voient vraiment, dans un premier temps, c'est de pouvoir toucher les choses et tester et se rendre Oui, compte par eux-mêmes de ce que ça donne, donc les résultats de leurs tests. Donc, ça, c'est vraiment de manière, on va dire, le b.a-ba de la chose, c'est ça. Il y a aussi le fait que, de manière très, très générique, lors de ces projets, donc au laboratoire, les élèves ont la possibilité aussi d'apprendre de façon très, très concrète la rigueur d'une démarche scientifique, oui, à savoir observer, formuler une problématique, émettre des hypothèses. Et puis, une fois qu'on a émis les hypothèses, évidemment, il faut les tester, que ce soit par l'observation ou par l'expérimentation. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment concrètes et qu'on apprend sur le terrain, donc notamment au d'accord, laboratoire. Et pour résumer, lors de ces projets au laboratoire, ils vont développer les qualités de rigueur et de respect des méthodologies. Et on sait très bien que ces qualités-là sont quand même indispensables à tout bon ingénieur. d'accord. Très intéressant. Euh, Et pour les plus férus de recherche d'entre eux, est-ce qu'il est possible d'aller plus loin, d'avoir, je sais pas, un label ou de poursuivre plus loin dans la recherche? Oui, alors l'école, enfin, dans le cadre du parcours de spécialisation proposé par l'école, les élèves ont cette possibilité-là en cinquième année. Donc, c'est ce qu'on appelle le projet recherche d'excellence. Donc, D'accord, s'ils se sentent bien dans la recherche, à travers donc, le projet recherche en quatrième année, eh bien, ils ont cette possibilité-là, pardon, d'aller un peu plus loin et puis de mener des projets recherche en cinquième année. d'accord. Ouais, donc finalement, il y a véritablement
des passions qui naissent autour de la recherche appliquée autour du secteur. Est-ce que finalement on peut faire carrière? Est-ce qu'il y a des exemples de personnes qui ont fait carrière dans cette niche de la recherche appliquée? Bah, écoutez, c'est vrai que on le sait tous, hein, la majorité de nos élèves n'est pas destinée à faire ce type Mhm. de parcours, mais ça existe. C'est tout à fait possible, ça existe, et c'est le cas d'ailleurs de certains. D'accord. Donc, je pense que tu es en train d'évoquer le parcours de Mathieu qu'on aura la semaine prochaine en live. Donc, un parcours effectivement de diplômé de l'ESCTC Caen. Puis, il a travaillé quelques années dans différentes entreprises afin d'aujourd'hui nous rejoindre en tant qu'ingénieur R&D. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant, Fouzia, donc on sait que le secteur du bâtiment, et on le découvre de jour en jour, est un secteur du bâtiment, de la construction en général, qui évolue très vite, qui doit s'adapter et qui doit, comme on le voit aujourd'hui, répondre par des solutions innovantes rapidement et intelligemment pour avoir un impact moindre sur notre monde. Euh, pour un jeune ingénieur qui va arriver sur le monde du travail, avoir été formé par et à la recherche, qu'est-ce que ça lui apporte concrètement? Alors, c'est enfin, surtout dans le contexte actuel, c'est quand même quelque chose de très, très important. La recherche, l'innovation, donc de manière générale, parce qu'on fait de la recherche aussi, en tout cas dans notre cas, c'est pour aussi pouvoir innover. Et comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui de construction, donc on a toujours des labos, voire des services R&D, donc qui sont dédiés à la R&D. Donc tout ça, c'est pour dire que c'est une vraie valeur ajoutée sur un CV, hein, donc d'avoir donc ce type d'expérience. C'est pour ça que nous, on incite nos élèves ingénieurs de plus en plus donc à s'initier donc à la recherche. Il est quand même essentiel pour une future ingénieur de comprendre toutes les étapes par lesquelles passe l'innovation notamment et de pouvoir suivre le développement donc des sujets d'actualité, des solutions innovantes donc qu'on propose aujourd'hui et aussi de ce qui est en cours de développement, hein, parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse à des matériaux, mais parce que bon, ils suivent l'actualité d'aujourd'hui, mais il y a aussi des Oui. choses qui sont en cours de développement pour pouvoir répondre, par exemple, quand on parle de réglementation, pour pouvoir répondre aux Mhm. réglementations futures, hein, donc ils ne sont pas forcément la réglementation actuelle. Euh, et c'est vrai qu'on a aujourd'hui même, on a tendance à, enfin, on est quand même interrogé par des élèves, donc des anciens élèves qui nous contactent Mhm. pour savoir comment mettre en œuvre ces différentes solutions, notamment pour Ah être en oui, lien avec d'accord. Donc, il y a l'innovation. des élèves qui vous contactent encore aujourd'hui. C'est drôle. Absolument, absolument. Et puis, j'imagine que l'histoire s'écrit sans fin parce que des thématiques et des champs d'application, il y en aura toujours plus. Et puis, des réglementations, bah, entre guillemets, toujours plus exigeantes. Donc, Les il y a règlements, encore des belles choses à écrire. exactement. Et juste pour finir sur ce point, puisque tu viens d'évoquer donc la réglementation, notamment thermique, évolue. Et évolue très, Oui, très, 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 très vite. Donc, du coup, pour pouvoir suivre cette évolution-là, notamment, il faut innover et innover là aussi très, très vite. Donc, il faut pouvoir suivre le rythme. Donc, ça oui, va bah très, oui, très oui, vite. forcément, ouais, ouais, ouais. J'en profite, on a beaucoup parlé on a parlé de recherche et d'implication des élèves au sein de la recherche. Est-ce que The Trail, ça te parle? Je vais en parler un petit peu maintenant. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est Ouais. la compétition Vinci Construction. Exactement. Alors, je profite d'en parler parce que finalement, ça a toute sa place ici, hein, The Trail. Donc, c'est la deuxième édition cette année. Donc, c'est un challenge qui implique des participants du monde entier. Donc, organisé par Vinci Construction, effectivement. Donc, en 2018, dernière édition, on a eu la chance d'avoir un groupe d'étudiants donc qui travaillaient sur un projet qui s'appelle HydraRev, hein, si je ne me C'est ça. trompe pas. Super. Donc, c'était un projet lié à la récupération des eaux pluviales, hein. C'est ça, absolument. Voilà. Et donc, il avait remporté le prix Léonard, donc un petit groupe constitué de Martin, Robin, Manon et Clément.
On leur fait un petit coucou au passage et on les félicite encore en espérant que tout se passe bien pour eux en ce moment. Et juste pour vous passer l'info, parce qu'on est quand même très fiers de tout ça. Donc cette année, deuxième édition et le CTC continue de s'impliquer dans cette histoire de The Trail. Donc on avait cette année 350 équipes inscrites. Et au niveau France, donc il y avait 15 équipes qui avaient été retenues donc pour la finale France. Et déjà, donc finale France, 3 équipes de l'ESTC Caen. Donc encore une belle performance. Et là, les résultats, on a eu l'info là le 17 avril dernier. Donc on a 5 équipes qui elles vont aller en finale internationale. Donc là, on passe encore un nouveau cap. Et il y a encore 2 équipes de l'ESTC Caen qui sont encore en lice. Donc franchement, on croise les doigts pour eux et on va surveiller donc les résultats qui devraient tomber le 28 mai. Donc voilà, là encore, une application de comment on peut mettre la recherche au profit du secteur de la construction. Voilà, Fouzia, écoute, on a passé un petit moment agréable ensemble, hein. On a déjà bien consommé notre temps imparti. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire à nos spectateurs? Eh ben, écoutez, juste pour rebondir sur le trail là dont tu viens de parler Oui. rapidement, juste pour dire que enfin, cette compétition, je trouve que c'est une belle illustration justement de tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire des engagements pris à la fois par et les professionnels du secteur de la construction et aussi par la formation pour pouvoir relever tous ces défis donc qui sont liés aux Mm. nouvelles réglementations, aux nouveaux enjeux donc dans le domaine de la construction. Et nos élèves vont participer vraiment avec brio, donc c'est très bien et c'est bravo à eux. Et puis, ce que je peux dire à nos téléspectateurs, bah, écoutez, j'espère que à travers cette présentation, on vous a donné envie, et on vous a donné envie, et puis que maintenant, vous savez peut-être un peu plus sur le site Caen, et puis sur son laboratoire et sur sa recherche. Et puis, de toute façon, vous avez un site internet donc qui est actualisé très Parfait. régulièrement avec tout ce qu'on fait Merci. côté laboratoire. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Voilà. Je pense que tu vas avoir créé plein de vocations et puis j'imagine que tu as hâte d'enfiler. Tu as une blouse blanche au quotidien dans le laboratoire? Oui, oui, bien Parce que sûr. oui, bon, alors j'imagine que tu as hâte de retrouver. Non, alors c'est l'image que j'ai en tête. Alors je me dis voilà, en laboratoire, la blouse blanche, les lunettes. Ouais, j'imagine que tu as Les- quand même hâte les grands, de retourner oui. travailler et poursuivre tes travaux en laboratoire. On a hâte que tout ça se termine, donc le confinement et puis ce qui va avec, hein, donc Hmm. le Covid-19 et que la situation donc revienne à la normale. Donc je pense qu'on est tous un peu dans cette même état Dans le même d'esprit. bateau, ouais. Hmm. Ouais. Eh ben, moi aussi, en tout cas, ce sera un plaisir de te revoir dans nos conditions habituelles. Merci encore, Fouzia, de nous avoir accordé ce moment. J'espère que vous en aurez appris Merci. autant que moi sur les écomatériaux. Et on se retrouve demain. Nous allons parler ouvrage maritime, même heure, 17 heures, pour les lives Instagram de l'ESTC Caen. Bonne soirée à vous. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.